L'affaire Lola, une fillette de 12 ans retrouvée morte dans une valise, victime d'actes de barbarie. Est-ce que c'est un lien avec l'immigration ? Là, on atteint des niveaux jamais imaginés en Occident de barbarie. Et cette barbarie, elle est importée. Mais évidemment que ce sont des coupes-gorges où les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow ne sont pas couverts et assurés. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le principal responsable, c'est l'écologiste. L'intention de protéger la planète, l'intention de protéger les plantes et les animaux et de protéger les humains est parfaitement louable. Mais la solution qui a été mise en œuvre, qui a été imposée, comme l'arrêt du nucléaire, comme l'arrêt, par exemple, de certains pesticides, c'est une aberration. Tous ceux qui savent rien faire de leurs 10 doigts, les faibles, ceux qui passent leur temps à gémir, à réclamer, ils vont avoir du mal. Tous ceux qui veulent prendre en main leur destin, qui sont conscients de ce qui est en train de se passer, qui sont capables d'apprendre, qui sont capables de faire avec leurs 10 doigts, qui sont capables de se battre, eh bien s'en sortiront. Donc il y a 30 à 40 années d'instabilité, voire même de situations de conflits permanents qui sont devant nous à cause d'une seule chose, l'énergie. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Baptiste Giraud qui a écrit avec Jacques Bichot « Dernière crise avant l'apocalypse ». En arrivant, vous m'avez remontré votre sommaire et c'est vrai que même si ça a été écrit il y a 1 an ou 2, c'est toujours d'actualité. Le mythe de la retraite pour tous. On est en plein dedans. Voilà. Demain, 1 milliard d'affamés avec le riz et le blé qui va manquer. Chine vs États-Unis, la guerre inévitable. Ouais, on n'avait pas prévu l'Ukraine, mais on avait anticipé Taïwan, ce qui était facile. C'est ça. La Mais France, Orange Mécanique et la disparition programmée des peuples européens. La France Orange Mécanique avec Lola qui a été massacrée dans des conditions abominables et aujourd'hui c'est banal. C'est de ce dont on va parler immédiatement. L'affaire Lola, une fillette de 12 ans retrouvée morte dans une valise, victime d'actes de barbarie. L'auteur des faits sera une Algérienne en situation irrégulière. Est-ce que c'est un lien avec l'immigration ? Écoutez, chapitre 8, la France Orange Mécanique. Le chapitre d'après est consacré à la disparition des peuples européens, la disparition programmée des peuples européens. Même Gérald Darmanin maintenant le dit. Après l'avoir nié, notre ministre de l'Intérieur dit oui qu'il y a un lien entre insécurité et immigration, et là c'est plus l'insécurité. Là, on atteint des niveaux jamais imaginés en Occident de barbarie, et cette barbarie, elle est importée. Elle n'est pas dans nos gènes, ou si elle est dans nos gènes, ça fait plusieurs milliers d'années qu'on a cessé de se comporter comme cela avec nos congénères. Peut-être plusieurs centaines d'années pour les puristes. Souvent, ce qui est renvoyé aux gens qui font ce lien avec l'immigration, c'est qu'on a aussi nos Patrick Dills, on a aussi nos affaires Outreau. Donc l'affaire Lola, est-ce qu'on peut s'en plaindre ? Patrick Dills, Outreau, d'abord, c'est 2 faits qui sont très éloignés dans le temps. Oui, moi j'ai 50 ans. Vous me citez 2 faits. La Nordal-le-Landais. Ok, 3. Ok, donc on a 3 occidentaux qui, au cours des 20 dernières années, ont commis des crimes abominables. Certes, Nordal-le-Landais, il s'est acharné sur le corps de ses victimes. Les 2 autres, ils les ont fait mourir de faim. Là, on a toutes les semaines, des faits d'agression au couteau, à la machette, avec des victimes qui sont blessées dans leur chair à vie ou qui décèdent de ces agressions. C'est toutes les semaines, je dirais même plus. C'est tous les jours qu'il y a des attaques au couteau. Mais, comme le dirait Laurent Oberton, ça passe sous les radars, puisque quand c'est tous les jours, c'est banal. Quand c'est exceptionnel, on en parle. L'affaire Lola est exceptionnelle, on en parle. Moi, j'ai peur. J'ai une petite fille de 12 ans, j'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo. J'ai peur que ça devienne banal de s'en prendre à des petites filles et des petits garçons. Ouais. Je peux le répéter. Hein. J'ai peur que ça devienne banal de s'en prendre aux petites filles et aux petits garçons, de les assassiner pour toutes les raisons que l'enquête déterminera. Et quand ça deviendra banal, qu'est-ce qui va se passer ? On n'en parlera plus. Comme moi aussi, je suis un jeune père. Comment la société peut tenir quand des parents voient leur progéniture victime de tels actes ? Ça va nous mener à quoi ? C'est une excellente question. Écoutez, la solution américaine est la pire.
c'est-à-dire de pouvoir s'armer et se défendre toi-même, est la meilleure. C'est la pire parce qu'on voit les conséquences de l'usage des armes aux États-Unis. Effectivement, on utilise les armes à feu pour régler tous les différends que l'on peut avoir avec ses voisins. Le décès par arme à feu est 10 fois supérieur aux États-Unis comparé à ce que l'on connaît en Occident. Mais en même temps, on en parle très peu finalement en France, mais régulièrement, aux États-Unis, quelqu'un utilise une arme à feu pour se protéger d'une agression, d'un cambriolage, d'une tentative de viol, et il est bien content de s'être servi de son arme à feu pour s'en sortir. Ou c'est un tiers qui protège une autre personne, un voisin ou un membre de sa famille, avec une arme à feu. Donc c'est la pire des solutions, puisque c'est la défaillance complète de l'État et de sa fonction régalienne de protéger les citoyens. Et c'est la meilleure, parce que quand l'État ne peut plus, eh bien, c'est notre droit de citoyen de prendre les dispositions pour nous protéger. Pour prendre un autre exemple moins dramatique, celui aujourd'hui qui produit sa propre électricité et qui n'est pas dépendant d'un réseau potentiellement défaillant, je pense qu'il est responsable et on ne va pas lui reprocher de produire sa propre électricité. Bien sûr, certains vont réagir en disant « Ah, il compare la production d'électricité à la détention et à l'usage d'une arme à feu ». Mais enfin, c'est du même ressort. Dans les deux cas, c'est une arme de survie, de sécurité. J'assure mes besoins fondamentaux, et dans les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, il y a la sécurité et le confort du logis. Le confort du logis, la sécurité, c'est la base de la pyramide. Mais déjà, la légitime défense au niveau national qui serait d'expulser des personnes en situation irrégulière sur un territoire, donc qui violent l'intégrité territoriale d'un pays, en quelque sorte, elle ne sera jamais appliquée à un niveau micro comme ça. Déjà que la loi de légitime défense en France n'est pas vraiment en faveur de la personne agressée. On ne verra jamais ça en France. Le vrai problème, ce n'est pas l'intention d'agir des policiers, et même... Je vais peut-être vous surprendre, je pense que Gérald Darmanin, comme d'autres dans son ministère, ont vraiment l'intention d'agir. On voit qu'il y a quand même une augmentation, on le voit juste en suivant l'actualité sans avoir des chiffres tangibles, on voit qu'il y a une augmentation de l'usage des armes à feu là, en ce moment. Et ça fait des morts. Non, mais ça ne va pas nous mener avant même d'utiliser les armes à feu, je pense qu'au ministère de l'Intérieur, il y a tout un tas de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires intermédiaires sincères dans leur volonté d'assurer l'ordre public et de protéger nos concitoyens. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est... D'ailleurs, Emmanuel Macron, là aussi, je vais vous dire, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, mais il dit que la justice, le pouvoir judiciaire n'est pas un quatrième pouvoir, mais il a dit quoi? Une autorité. Une autorité. Dans la Constitution, c'est l'autorité judiciaire. Ouais. Une autorité judiciaire, oui, il rappelle la Constitution. Donc est-ce que c'est bien que la justice soit descendue d'un cran dans son potentiel nuisible, osons-le. Je pense que oui, en fait, c'est aussi simple que cela. On va devoir passer par des mesures d'exception. Le gouvernement a voté tout un tas de mesures d'exception ou a pris par ordonnance tout un tas de mesures d'exception pour assurer la permanence de la fourniture d'énergie, en suspendant le code de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et autres, pour pouvoir installer des oléoducs, des ports méthaniers ou des terminaux méthaniers flottants. Je pense qu'on va arriver à un moment où les lois d'exception qui suspendront certains droits fondamentaux, ou au moins des droits de recours des tiers, pour empêcher l'expulsion, pour empêcher telle ou telle chose, on va en arriver à ces lois d'exception pour contourner l'autorité judiciaire qui n'en fait plus qu'à sa tête et surtout qui ne se préoccupe absolument pas de protéger nos concitoyens. Pourquoi on n'arrive pas à expulser ces personnes en situation irrégulière qui nous permettrait de... Ouais. La justice, non mais c'est aussi simple que ça. Pourquoi on n'arrive pas à les expulser? Parce que c'est même pas la loi. C'est l'exécution de la loi par l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que si on regarde en fait tous les textes de loi, tout le dispositif judiciaire franco-français permet d'assurer la sécurité des Français et de garantir l'expulsion des fauteurs de troubles ou même simplement de ceux qui sont en situation régulière. C'est simple. Vous êtes en situation régulière, on vous délivre une obligation de quitter le territoire français. Si on appliquait la règle, si on respectait le papier qui dit « vous devez quitter le territoire français », il n'y aurait pas de sujet. Mais comme derrière, vous avez une autorité judiciaire qui fait tout manipulé par des associations tiers-mondistes, altermondialistes, ce que vous voulez,
eh bien, le système est bloqué. Globalement, d'ailleurs, on va dire les choses telles qu'elles sont. Le pays est bloqué par l'absence de justice. Parce que celui qui aujourd'hui pense en France qu'il y a une justice, que vous êtes protégé, que l'on vous garantit vos droits, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Non, la justice en France ne garantit plus vos droits à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le droit de propriété, par exemple, est une immense blague. Vous pensez que vous êtes propriétaire de quelque chose, mais en fait, vous avez juste le droit de payer les impôts, de vous soumettre à des injonctions de l'administration, mais vous ne possédez plus vraiment rien. Ça vous fait rire l'expression j'ai confiance dans la justice de mon pays? Voilà. Alors, je vous le dis, là, face caméra, j'ai 50 ans. Certains de mes garçons qui regardent VA+, religieusement vont m'entendre le dire. Mais oui, je n'ai plus confiance dans la justice de mon pays pour tout un tas de raisons. Des faits qui me touchent personnellement, qui touchent des proches, des amis, des tiers ou simplement en lisant la presse. Non. Je ne fais plus confiance à la justice de mon pays parce qu'elle ne me protège pas. Elle n'a plus pour rôle de protéger le citoyen, les intérêts de mon pays. Elle protège des concepts, des dogmes, des mythes, souvent défendus par des minorités très, très, très proactives, mais elle ne protège pas mes droits, elle ne protège pas mon pays, elle ne protège pas nos intérêts. Ça, c'est une vérité absolue. Oui, quand vous parlez de minorités actives, on pense par exemple aux quelques laïcistes qui vont faire retirer une statue de l'archange Michel sur une place Saint-Michel, près de la rue Saint-Michel, par exemple, Sable d'Olonne. Mais prenez le gag, parce que c'est un gag, prenez le gag... Mais pourtant, c'est la loi qu'on applique. Oui, non, mais prenez le gag du squat. Il n'y a pas de péril, il n'y a pas de gêne. La statue, elle ne gêne personne. La statue... Si on ne croit pas en Dieu... Soutenu par la 98% des oui, habitants. Si on ne croit pas en Dieu, si Saint-Michel, c'est juste une jolie statue. Elle ne vous gêne pas. Elle ne vous ôte pas, elle ne vous ôte aucune liberté. Ceux qui ont attaqué cette statue et qui ont attaqué la collectivité territoriale en lui disant enlève la statue, on ne leur enlève rien. On ne les empêche pas d'avoir leur propre croyance ou justement d'être agnostiques. Mais on enlève quelque chose à ceux qui on enlève aiment quelque chose aux autres. Voilà. Mais prenez le gag qui tourne vraiment à la dérision totale du squat. Ces squats permanents, et ce n'est pas une affaire ou deux médiatisée. Il y a plusieurs milliers de logements en France qui sont squattés par des gens sans droit ni titre et qui ôtent à leur légitime propriétaire la jouissance, y habiter. Vous avez vu cette histoire quand même de ce couple de retraités qui ont vécu 2 ans dans leur camping-car devant la maison squattée par une femme d'origine étrangère avec sa petite fille et qui disait ben oui mais la mairie ne me reloge pas. Ah bon? Donc il y a un droit opposable au logement. La collectivité doit le reloger cette personne parce que c'est un droit constitutionnel depuis Chirac. Mais les 2 personnes qui ont vécu dans leur camping-car devant leur maison, squattées, sans aucune indemnité. Personne ne va les indemniser du préjudice. Elles, leur droit n'existe pas. On a une inversion de valeur qui dépasse l'entendement. Moi, je vous le dis tel que je le pense, hein, j'assume. Pour moi, aujourd'hui, des collectifs de citoyens doivent se réunir et venir en aide à ces personnes âgées ou plus jeunes, avec enfants, sans enfants, et venir les aider à expulser. Et que des gendarmes s'interposent, étant moi-même par ailleurs officier de gendarmerie des réserves, je comprends que le gendarme essaye de faire respecter la loi en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de les expulser, c'est un délit et vous allez être traduit devant un tribunal. Mais à un moment, c'est le bon sens qu'il impose. C'est ce qui se passe déjà en fait. On voit que souvent les affaires... Les citoyens sont plus rapides que le préfet en général pour expulser. Ouais. Donc moi, j'en appelle ici à la désobéissance civile, puisque Jean-Luc Mélenchon parle de désobéir et de faire tomber l'État. Moi, j'en appelle à la désobéissance civile. Quand une loi est rendre inique... la propriété aux Français. Mais bien sûr. Vous êtes propriétaire d'un logement, il est squatté. Évidemment que les voisins, les habitants de la ville, du village, avec le maire et le conseil municipal en tête, doivent venir en aide à ces personnes et les aider à expulser. Plus on est nombreux, moins ce sera violent, par essence.
Plus on est nombreux, moins ce sera violent. Et donc, on les mettra sur le trottoir. On n'a pas vocation à leur abîmer leurs affaires. On les pose sur le trottoir. Peut-être même qu'on peut leur venir en aide pour les loger provisoirement ailleurs. La salle, la salle municipale, la salle de sport ou la salle des fêtes. On va mobiliser la salle des fêtes le temps qu'on les loge. Mais non, ça n'est pas un particulier d'être privé de la jouissance de sa propriété parce que la loi est impuissante. Alors, autre sujet actuel, les pénuries de carburant dans les raffineries. Les raffineries et les stocks de carburant sont encore en grève. Alors, ce ne serait que 28% des stations qui souffriraient de pénurie. Dans les grandes villes, du moins, parce qu'à la campagne, apparemment, il y a moins ce problème. On a l'impression que c'est plutôt 75%, voire 80% des pénuries. Quand même. À la campagne, n'oubliez pas un truc. C'est qu'à la campagne, je le dis... C'est que les gens surconsomment. Non, c'est pas ça. C'est qu'à la campagne, la station-service, elle est à 30 km. Non, mais la station... Moi, j'ai une maison de campagne dans le Perche. La station-service, la première, elle est à 8 km. La deuxième est à 25 km. Donc si on n'a pas 8 km, je vais encore faire 20 km pour aller tester la deuxième. Puis la troisième, vous pouvez rapidement faire un petit tour de 100 km, dépenser 100 km de carburant pour ne pas trouver de station-service. Donc vous dites, il n'y a pas de problème avec la campagne, mais en fait, si, il y en a un. Si vous êtes à côté d'une station qui a de l'essence, tant mieux. Si vous avez des bidons... Dans le Perche, parce que c'est la première zone qui a été touchée par la... Oui, c'est la région centre-Val-de-Loire, mais enfin... Le problème, il est vrai partout. Et puis, effectivement, en ville, le fait de passer devant des tas de stations-service qui sont fermées, c'est surréaliste. Là aussi, dans notre livre, chapitre 9 de mémoire, nous avons un chapitre qui dit « Transition énergétique, le troisième choc ». On est dedans. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la répétition générale de la pénurie d'énergie au sens large. Nous sommes en train de vivre. Ce qui nous attend dans les mois à venir, c'est... plus assez de fuel pour les chaudières domestiques, plus assez de gazole pour le transport de marchandises, dont le transport de denrées alimentaires, plus assez d'essence pour se déplacer d'un point A à un point B, plus assez de gaz pour se chauffer, plus assez d'électricité pour allumer la maison ou pour faire tourner les radiateurs électriques. Ça, c'est à horizon 3 à 6 mois. Nous enregistrons cette émission en octobre. Nous sommes mi-octobre quand nous enregistrons cette émission. Vous allez la diffuser dans quelques jours. Eh bien, je peux vous le dire, ce que nous vivons là n'est que la répétition générale qui va s'installer des pénuries d'énergie dans les 3 prochains 6 mois. Mais au mois d'avril, on fera le bilan. On se dira, ouf, le soleil est de retour, ouf, on peut arrêter le chauffage. Le vrai cap infranchissable, c'est l'hiver 2023. Toute l'énergie que nous allons consommer en hiver 2022 pour faire tenir l'hiver 2022, pour chauffer coûte que coûte, ou quoi comme il coûte, comme ils diraient les autres, va faire que nos réserves de gaz, pour prendre que ça, mais c'est vrai pour le reste, nos réserves de gaz qui normalement devraient nous permettre d'avoir une marge de sécurité à la sortie de l'hiver, autour de 33%, quand on sera à 5 ou à 10% de réserve, il nous manquera 20-25% que l'on ne pourra pas reconstituer à temps pour l'hiver prochain. Pourquoi on ne pourra pas les reconstituer ? Parce qu'il y aura pas sauf si on fait sauf si Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron vont ramper devant Vladimir Poutine, indépendamment de la résolution du conflit ukrainien, en disant « Oh pitié, grand maître du Kremlin, nous avons fauté en te manquant de respect, donne-nous du gaz pour passer l'hiver prochain, parce que sinon... nos citoyens vont nous mettre au bout d'une pique. » Mais le gaz algérien, le gaz américain... Parce qu'en fait, au final, on va se tourner vers les États-Unis et acheter du gaz de schiste. Voilà. Ça, c'est la capacité de transport des méthaniers qui arrivent des États-Unis et qui vont se brancher à des terminaux gaziers et qui vont alimenter la France, mais en fait toute l'Europe. Il faudrait 3, 4, 5 fois ça en volume pour assurer la reconstitution des stocks pour l'hiver prochain. Là, on est dans les stocks stratégiques actuellement. Là, non, on n'est pas dans les stocks. Alors, pour le gaz, il n'y a pas de stock stratégique. D'accord. Le gaz, en France, et un peu partout en fait en Europe... stockable. Ben oui, comprenez bien que le pétrole aujourd'hui, que l'on débloque dans les raffineries, c'est des énormes cuves. De mémoire, c'est 80 000 litres de carburant. Donc vous avez des énormes cuves, vous savez, les trucs ronds qu'on a au bord de l'autoroute à 6 quand on passe après Lyon et à plein d'autres endroits en France, à Fos-sur-Mer, à Dunkerque. Vous avez ces grands réservoirs qui contiennent du pétrole raffiné, du gazole ou du super sans plomb. Le gaz, lui, on le stocke sous terre dans des immenses réserves de gaz naturelles
qui avant parfois d'ailleurs stockaient déjà du gaz. C'est le cas à Lac en région en Occitanie, en Aquitaine plutôt. En région Aquitaine, on avait des réserves de gaz. On a consommé ce gaz et on utilise ces réserves naturelles pour stocker aujourd'hui du gaz que l'on importe de l'extérieur. En termes de volume, c'est la même chose que ça, c'est un stock de pétrole, et la pièce, c'est une réserve de gaz. Vous voyez bien la différence de volume. À la caméra peut nous donner une idée, mais vous avez ici le stock de pétrole dans les raffineries françaises ou dans les dépôts de pétrole, et cette pièce, c'est une réserve de gaz sous pression dans les sous-sols français. On a des réserves de gaz ou pas? Oui, mais ce n'est pas des réserves stratégiques. Je rebondis ici sur le mot stratégique. Ce sont des réserves de gaz, point. Elles n'ont rien de stratégique. Qui sont grandes, immenses. Non, elles ne sont pas grandes, immenses. À l'échelle de l'Europe, les réserves de gaz, donc qui représentent X fois le volume de cette pièce, elles couvrent 46 jours de consommation. Ah, d'accord. Oui, là, c'est pas 46 jours de consommation. La France se targue d'être un peu mieux placée que les autres. On prétend avoir 2 mois et demi de réserve de gaz. Il se trouve que cette semaine où nous enregistrons cette émission, il va faire chaud dans le sud de la France et au nord de la Loire, il va faire 24 degrés. Bonne nouvelle, on n'allume pas le chauffage, et bonne nouvelle aussi, ceux qui chauffent l'eau chaude de la douche avec du gaz naturel, eh bien leur chaudière va consommer moins d'énergie puisque l'eau va arriver dans le tuyau plus chaude. Et par ailleurs, on a moins besoin de prendre une douche chaude pour se réchauffer. Mais quand l'hiver va démarrer, les réserves de gaz vont commencer à faire zzz, elles vont baisser, elles vont baisser, elles vont baisser. Les simulations qui m'ont été données à connaître montrent que le risque, c'est qu'au mois de janvier, on soit à 33%. Ce fameux seuil de 33% dont je vous parlais, qui devrait être le seuil auquel on devrait se trouver à la sortie de l'hiver. Si au mois de janvier, on est effectivement à 33% parce que l'hiver a été normalement froid, ben on va continuer à attaquer ce stock. Peut-être qu'on tient janvier, février, mars, avril, en passant de 33 à 5%. En fait, ça n'existe pas, il n'y a pas 0%. Vous n'avez pas des réserves à 0% parce qu'en fait, vous ne pouvez plus pomper le gaz. Donc, il y a toujours un résidu de gaz qui va pousser le reste quand vous en réinjectez. Donc, on va passer de 33 à 25, 20, 15, 10. Si vous voulez, 10 c'est terminé. 5, c'est terminé. Mais si vous voulez, je vous fais le journal télévisé du 20... allez, je vous fais le journal télévisé du 23 janvier, sois pas trop pessimiste. Bonsoir à tous. Ce soir, la France a froid. La France a froid parce que le gouvernement vient de décider de restreindre drastiquement l'utilisation du gaz pour tous ceux qui se chauffent au gaz et aussi pour les turbines à gaz qui produisent de l'électricité. Les 3 prochains mois seront stratégiques. La France va devoir se limiter dans sa consommation de gaz parce qu'on a attaqué le plancher. C'est entre le 15 janvier, si c'est vraiment la cata, et le 20 février. Je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle comme ça, mais c'est ce qui nous pend au nez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper, on va continuer à alimenter les ménages pour éviter une grande sociale, ou on va essayer de sauver ce qui reste de l'industrie française qui dépend du gaz. Vous avez bien compris qu'on a décidé de sacrifier l'industrie. Quand Duralex Mais en mars. En fait, pourquoi Duralex et tous les autres disent qu'ils ferment et qu'ils vont arrêter de consommer du gaz pendant 5 mois ? Parce que bien sûr, ils ont reçu des factures de gaz ou des propositions d'achat du gaz à des prix totalement stratosphériques, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent. Quand quelqu'un vous dit « votre facture de gaz, elle va faire x7 à telle échéance », c'est parce qu'il sait qu'au moment où il faudra le fournir, il n'y en aura plus. Et que donc seuls ceux qui seront prêts à payer x7, x10, x15 continueront à consommer du gaz. C'est aussi simple que ça, le fléchage. Si c'est x7, x10, x15, vous arrêtez de consommer. Comment il s'appelle cet écrivain Il y a Éric Nolot, bien sûr. Éric Nolot a expliqué l'autre jour à la télévision, chez Pascal Praud, il a dit de toute façon, moi je me chauffe pas chez moi. Alors il habite peut-être dans le sud de la France, mais il a dit je me chauffe pas chez moi parce que dans la maison que j'ai achetée, il y avait un chauffage par le sol qui ne fonctionne plus. Il faudrait tout casser pour réparer le chauffage par le sol. Donc ma compagne et moi, eh bien nous vivons en hiver avec un pull et pour lire je mets un bonnet sur la tête et on fait un feu de cheminée. Bon, Éric Nolot, il n'a pas l'air d'être un illuminé. J'ai d'autres potes qui vivent dans des maisons sans chauffage. C'est dur en hiver, mais ils s'en sortent. Je ne vous dis pas que c'est souhaitable, je vous dis que c'est ce qui va arriver pour tout un tas de gens. Mais ce n'est pas la même chose pour Éric Nolot, qui est pragmatique, qui met un pull, un bonnet et qui est au coin de cheminée, ou pour quelqu'un qui a toujours eu de l'électricité, toujours eu du chauffage,
y compris en chauffage collectif, et qui ne va pas comprendre pourquoi il n'y a plus de chauffage, pourquoi il n'y a plus d'électricité, et pourquoi surtout il n'y a plus de semoule au supermarché du coin, de semoule, de riz ou autre. Et non, évidemment, si je vous parle de semoule, c'est parce que, évidemment, lorsque vous habitez dans un HLM, dont les conditions de vie et de confort ne sont pas optimales, c'est le moins qu'on puisse dire, où l'isolation laisse à désirer, on vous coupe le chauffage collectif, que l'électricité est intermittente, ou en tout cas que vous devez la consommer avec modération parce que vous ne pouvez pas payer la facture, et qu'en plus, au supermarché du coin, pas ravitaillé à cause d'une pénurie de gazole, je ne l'invente pas la pénurie de gazole, on est dessus, hein, pas ravitaillé à cause d'une pénurie de gazole, et parce que telle denrée, matière alimentaire première, n'est plus disponible ou est très chère, c'est pas moi qui l'invente. On est bien en train de dire qu'on va manquer de riz. Le riz, c'est la base de l'alimentation, la moitié de la planète. Les récoltes de riz sont inférieures de 20% à la moyenne standard. Donc on va manquer de riz, on va manquer de semoule qui est faite à partir du blé. C'est déjà arrivé. Le printemps arabe, c'est la conséquence directe de la pénurie de blé et de l'explosion du prix de la semoule. Et le printemps arabe, c'est quoi? C'est tout le Moyen-Orient qui s'enflamme avec des milliers de victimes, avec le déclenchement d'une immigration massive économique vers l'Europe. Ce qui s'est déjà produit va se reproduire pour exactement les mêmes raisons. Et ça me fait pas marrer de vous dire ça. Ouais. La pénurie de riz, c'est les intempéries au Pakistan. Il y a plein de raisons. Même chez nous, où on produit du riz, on en produit de mémoire 50 000 tonnes et on en consomme 240 000 tonnes. Même chez nous, la production est en repli pour plein de raisons. La sécheresse. Il y a les inondations au Pakistan, mais à d'autres endroits, c'est la sécheresse. En fait, on a oublié un truc. C'est que l'agriculture n'est pas une science exacte. Il y a des aléas liés à la météo. Trop forte pluie, pas assez de pluie, la grêle. Heureusement, chez nous, on n'a pas les sauterelles, mais le continent africain, les nuées de sauterelles, c'est quand même, je dirais, banal. Donc, quand vous avez une nuée de sauterelles qui a bouffé tous les champs, eh ben, c'est réglé, c'est parti pour la famine. C'est pas juste un mythe biblique, hein, c'est non, mais ça existe encore aujourd'hui. Et puis, vous avez plein d'autres fléaux. Hein. Ouais. Alors, on avait attaqué avec les raffineries. On peut revenir sur ce cas, parce que c'est intéressant. Si Total avait accepté les revendications des syndicats, est-ce qu'on aurait réapprovisionné les stations et on n'en serait pas là? Est-ce que c'est tant les grévistes que ça les responsables? Écoutez, je vous avoue que j'ai entendu plein de gens dire des choses étonnantes sur Total, et à force d'entendre plein de gens dire des choses étonnantes sur Total, c'est-à-dire pourquoi Total n'a pas cédé, moi-même j'ai réfléchi et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, c'est absurde, une entreprise qui va faire des bénéfices records. Ouais, alors on va dire de combien sont les bénéfices records et la mise en perspective, d'ailleurs c'est intéressant, parce que j'étais sur CNews, je faisais l'édito écho quand les chiffres sont tombés. J'ai mis le même jour en regard le déficit colossal, abyssal d'EDF, qui était de 5 milliards sur le premier semestre, et en face, le bénéfice record, toujours du premier semestre 2022, de Total, qui était de 10 milliards. Ça veut dire que à continuation d'activité et marge constante, Total se prépare à gagner 20 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Pas en France, mais pour l'essentiel sur ses activités à l'international. En France, Total est déficitaire. Total perd de l'argent sur son activité en France, ce qui est absurde, mais c'est comme ça. À l'inverse, on a l'autre grand énergéticien français qui, lui, perd 5 milliards en 6 mois et va en perdre 10 milliards de l'autre. Si je mets les deux en côté, c'est que vous voyez bien qu'il y a une passerelle entre les deux qu'il faut installer. Vous avez un gars qui produit une énergie dont on nous dit qu'elle est finie et qu'il faut s'en priver à court terme, le pétrole, qui fait 20 milliards de bénéfices sur une année pleine. Et vous avez un gars qui produit l'énergie présentée comme étant l'énergie d'avenir, avec le nucléaire qui était mal il y a 9 mois et qui est bien maintenant, et qui perd tout l'argent possible. Honnêtement, je vous dirais bien, dans un système, dans une économie de guerre, puisque nous sommes dans une économie de guerre, même si on ne veut pas dire ce nom-là, il faudrait lier les deux destins. Comme l'énergie, c'est stratégique, et notre indépendance, et notre avenir dépend de la capacité à contrôler et le pétrole, et l'électricité, et le gaz, ça aurait du sens à lier le destin de toutes ces activités.
C'est pas la solution qui a été choisie aujourd'hui. EDF a été libéralisé et mise sur les marchés, puis maintenant on est en train de la renationaliser. Elf, qui a été racheté par Total, était autrefois une entreprise publique. Total est aujourd'hui une entreprise privée. Je me pose la question sérieusement de renationaliser Shell BP plutôt, BP British Petroleum. Honnêtement, je serais anglais, je me poserais la question de renationaliser BP. Pour les Danois, si j'ai bonne mémoire, je me poserais la question de renationaliser Shell. Et pour les Français, je me pose la question de renationaliser Total Energy. C'est pas très libéral comme position, mais l'énergie ne fait pas de politique. Enfin, plutôt, l'énergie ne fait que de la politique. Poutine utilise l'arme énergétique pour faire de la politique. Nous sommes victimes de nos choix énergétiques. Aller signer avec l'Azerbaïdjan pour acheter du gaz azéri alors que l'Azerbaïdjan bombarde l'Arménie, et en même temps dire Poutine est un méchant bonhomme parce qu'il utilise l'arme énergétique pour nous contraindre, excusez du peu, mais la cohérence, elle n'est pas au rendez-vous, quoi. C'est incroyable. On a reproché à Total Energy de reverser à ses actionnaires. Or, ils sont 550 000. C'est la France de la Dont rente. les salariés. Dont 100 000 salariés. Ouais. Oui, les salariés de Total. Même peut-être plus, mais c'est quoi? C'est la France de la rente ou c'est des Français en bon père de famille qui ont placé leur argent? Parce que ça vient un peu contrebalancer ce discours, tous nos actionnaires, rien aux salariés, qui touchent 7 000 euros de... Mettons de côté les actionnaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise. Moi, j'ai croisé samedi un salarié de Total, certes plutôt un cadre, je l'admets, mais un salarié de Total qui m'expliquait qu'il gagnait plus d'argent avec les dividendes qu'avec les rémunérations de son travail. C'est-à-dire que le gars, à la limite, il pourrait ne plus aller travailler, ne plus être salarié de Total. Le simple fait qu'il soit actionnaire de Total a des conditions préférentielles. Alors peut-être qu'il devrait rendre ses actions avec les histoires. Mais bref, il gagne plus d'argent comme actionnaire que comme salarié. Évidemment qu'il y a un problème quelque part. Maintenant, n'oublions pas que le problème d'une entreprise qui a des actionnaires et qui verse des dividendes, c'est que c'est aussi une entreprise qui fait appel aux financements bancaires qui sont de plus en plus compliqués pour une entreprise comme Total. Or, on a besoin encore d'argent pour améliorer les puits existants et pour prospecter. Quoi qu'on en dise, on continue à chercher de nouveaux gisements. Et quand on trouve un nouveau gisement pétrolier, comme on a trouvé les plus faciles depuis très très longtemps, ben ça coûte beaucoup beaucoup plus cher pour extraire le pétrole. Et jusqu'à preuve du contraire, nous aurons encore besoin pendant quelques décennies d'extraire du pétrole pour assurer notre mode de vie occidental. Tout à l'heure, vous disiez qu'en fait, c'est la répétition d'une grande crise énergétique. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est l'activité mondiale qui est trop forte parce que en fait, l'activité économique, c'est de l'énergie convertie en business, pour faire simple. Mais est-ce que le pic pétrolier il est atteint ou bien est-ce que c'est juste la prospection qui doit s'améliorer? On en est où là-dessus? Non, des gens disent tout son contraire. Oui, honnêtement, je pense qu'il faut s'en référer aux vrais spécialistes du sujet qui travaillent depuis très très longtemps. Je trouve que le travail de Jean-Marc Jancovici, qui par ailleurs sur certains sujets a eu des positions plutôt très extrêmes, plutôt à gauche, mais le gars a fait Polytechnique, il a beaucoup travaillé sur le sujet. Il nous dit, et plein de rapports nous disent, que nous avons déjà atteint le peak oil à plusieurs reprises au cours des années écoulées. Il y aurait eu un peak oil en 2008, il y aurait eu un autre. Bref, il y a autant de peak oil que de sources de pétrole exploitées. Une chose est certaine. Moi, quand j'étais gamin, on m'apprenait en classe de 3e pour passer mon brevet des collèges que le peak oil, c'était en l'an 2000. On est en 2022 et tout d'un coup, le peak oil aurait été repoussé à très très loin. Non. Bien sûr que si aujourd'hui on exploite aux États-Unis le pétrole de schiste et le gaz de schiste, qui sont des pétroles et des gaz non conventionnels, qui sont très polluants et qui consomment beaucoup d'énergie pour en sortir, le ratio il est simple, hein. Le pétrole que l'on exploitait dans les années 50-60, on dépensait 1 baril de pétrole pour en sortir 100. Après, on est passé à 10 barils de pétrole pour en sortir 100. Aujourd'hui, sur certains pétroles et gaz de schiste, on dépense 30 barils de pétrole pour en sortir 100. Donc quand vous dépensez un tiers de l'énergie nécessaire pour en sortir 2 tiers supplémentaires, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et quand on va s'approcher des 50%, là, ça va devenir très très compliqué. Donc oui, ça fait très longtemps que le pétrole est un problème non résolu
et non solubles. Et oui, les années à venir vont être très compliquées. Les années, ou plutôt les décennies. De mon point de vue et de ce que j'ai lu, la sortie de la crise énergétique, c'est au mieux 2040. Au mieux 2040. On est en 2022. Bonne nouvelle. Est-ce que vous vous rappelez du prix du gasoil quand la crise des Gilets jaunes a explosé? Oui, bah, bien sûr, évidemment. On était à... Alors, il y a plusieurs prix. Moi, je me souviens du prix en plein début du confinement, on était à 1,20 €. Et le gasoil, au début de la crise des Gilets jaunes, on était à 1,58 €. Le confinement, mais c'était après. Oui, c'était après. Mais il est redescendu. Mais... Voilà. Ça a pété quand on était à 1,58 de mémoire, quelque chose comme ça. Pendant le confinement, on était à 1,20 €. Et là, vous avez des stations qui le vendent à près de 3 €. Ouais, 3 € à cause des pénuries. Mais sinon, avant les ristournes de l'État... À cause des pénuries ou pas? Ouais. Mais non. Mais on était à 2 € avant les ristournes de l'État, quasiment. Pourquoi il n'y a pas les Gilets jaunes x2, x3, x4? C'est une bonne question. Pourquoi les Gilets jaunes ne redescendent pas dans la rue? Alors d'abord parce qu'on a arrosé... Une autre forme. Parce que bon, peut-être parce qu'il y a un découragement. De la honte. Ouais, non, peut-être qu'il y a un découragement parce qu'on s'est dit ça n'a servi à rien la dernière fois. Deux, il ne faut pas oublier que pour pouvoir faire la grève, pour pouvoir descendre dans la rue, il faut avoir un minimum de réserve. Les greffistes aujourd'hui qui sont chez Total, ils peuvent tenir très 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 longtemps parce qu'il y a une caisse de solidarité qui fait que leur perte de salaire est compensée. Et deux, comme ils ont quand même des rémunérations pour certains tout à fait raisonnables et bonnes et confortables, eh bien, ils peuvent faire face et voir venir et se priver de X semaines de rémunération. C'est pas du tout la même chose quand vous tirez le diable par la queue depuis très longtemps et que votre banquier vous fait aucun cadeau. Là, aujourd'hui, vous n'allez pas sur un rond-point alors que vous êtes déjà dans le rouge ou vous êtes déjà interdit bancaire. C'est pas possible. Et qu'en plus, d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous n'avez plus d'essence dans la voiture. Donc, je pense qu'il y a une forme de neutralisation de la contestation parce que ceux qui devraient contester sont déjà dans une situation extrême de fragilité. Tout à l'heure, on parlait de EDF qui va être nationalisé. Comment ça se fait que cette entreprise qui était un des plus grands électriciens au monde en est arrivée là? Des mauvais choix stratégiques. Sur le nucléaire? Ouais. Est-ce que vous pouvez raconter? Je vais vous raconter ça, effectivement. Le dernier réacteur nucléaire construit et mis en service en France, c'est 2003. Donc au début des années 2000, on a encore une compétence réduite, mais on a encore des ingénieurs atomistes qui sont en mesure de configurer une centrale, de résoudre des problèmes, de faire passer des certifications à des équipements, et à un moment d'appuyer sur le bouton en disant « Ok, je branche la centrale au réseau ». Il ne vous a pas échappé qu'enfin, avec 12 ans de retard, on a réussi, et donc des ingénieurs d'EDF aussi, à mettre en service un EPR en Europe, qui est en service depuis 3 semaines, mais avec 12 ans de retard. Ça en fait néanmoins la plus grosse centrale nucléaire d'Europe désormais. On a perdu. C'est quel EPR? C'est l'EPR, c'est en Suède, ou c'est l'EPR suédois. Parce que l'EPR en Chine de Guangzhou, non? Oui. Lui ne fonctionne toujours pas, il a des problèmes. Bon, les Chinois font marcher des EPR. Et c'est un peu risqué. Ah ben, à votre avis, pourquoi les Chinois ont mis en service des EPR beaucoup plus vite que chez nous? Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes règles de sécurité, les mêmes exigences que nous. Et en fait, est-ce qu'il faut les culpabiliser pour cela? Non. Les normes sur lesquelles ils se basent, ce sont les normes de sécurité de nos centrales nucléaires et des centrales nucléaires américaines ou même ex-soviétiques des années 80. C'est-à-dire que dans les années 60, 70, 80, 90, on exige de ceux qui mettent en service des centrales nucléaires un certain niveau de sécurité. Et au fur et à mesure des incidents, des accidents de Fukushima ou autres, on a ajouté des systèmes de sécurité supplémentaires, des redondances, des diesels de secours, des ci, des ça, dont je ne conteste pas la pertinence, mais qui complexifient considérablement le fonctionnement de la centrale nucléaire et qui font que sa certification et sa mise en service sont beaucoup plus longs. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que c'est pragmatique vu la situation dans laquelle nous trouvons? Bah non. Alors, avant de parler des EPR, vous disiez qu'on perdait en fait de la compétence. On l'a perdu. On s'était dit qu'on sortirait du nucléaire. Vous voulez que je vous raconte l'histoire d'EDF? Effectivement, encore il y a une vingtaine d'années, l'entreprise était
compétente, au sens qu'elle était dotée de compétences en interne, d'ingénieurs, d'un vrai savoir-faire. Ce savoir-faire s'est perdu et il se perd très vite. Quand vous dites à quelqu'un je n'ai plus besoin de toi puisque je vais fermer les centrales, eh bien ce quelqu'un il va chercher du boulot ailleurs, ou bien il se reconvertit, ou bien il part à la retraite par anticipation. Donc ces compétences, elles ne vont pas se reconstituer en 5 ans, ni même peut-être en 10 ans. On est obligé de faire venir aujourd'hui des ingénieurs des États-Unis qui, eux, ont conservé cette compétence pour résoudre des problèmes que nous ne savons pas résoudre chez nous. Donc aujourd'hui, nous sommes plantés avec une entreprise qui n'est plus capable de construire ou de mettre en service un réacteur nucléaire par an, voire 2 par an, comme on l'a fait dans les années 90. Là, il y a combien de réacteurs qui sont à l'arrêt en France, qui sont en maintenance en ce moment? De mémoire, on est sur 58 réacteurs disponibles en France et on en a une trentaine qui sont en maintenance. Pas des maintenances anormales, des maintenances tout à fait planifiées. On en a quelques-unes, simplement une poignée qui sont à l'arrêt parce qu'on a découvert des micro-fissures dans un système de sécurité redondant dont on pourrait entre guillemets se passer. C'est un système de sécurité en cas de pépin. Donc si on décidait de manière autoritaire de relancer ces centrales, on pourrait les relancer, mais il se trouve que l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité indépendante, et donc elle seule a la possibilité de dire on relance ces centrales. Donc il faudrait enlever à l'ASN ses prérogatives pour forcer le redémarrage des centrales. Après, bon, vous avez le personnel qui se mettrait en grève, ce serait un bordel sans nom. Mais aujourd'hui, remettre toutes les centrales nucléaires en service, c'est faisable, à condition que les gens qui y travaillent aient le sens de leurs responsabilités. Quand vous faites grève dans une centrale nucléaire depuis plusieurs semaines pour demander une augmentation de salaire, alors même qu'on a besoin que ces centrales soient rebranchées au réseau dans les jours à venir, c'est totalement irresponsable. Vous savez, les gendarmes sont privés du droit de grève. Les militaires aussi, pour des raisons évidentes. Parce que leur mission de protection de la nation pour les militaires et de maintien de l'ordre public pour les gendarmes est supérieure à des droits constitutionnels, donc ils sont privés du droit constitutionnel du droit de grève. De mon point de vue, il y aurait plus que du sens, c'est un devoir, une obligation à immédiatement mettre en place les réformes qu'il faut, y compris une révision constitutionnelle, pour priver tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'énergie de leur droit de grève. Que le droit de grève soit préservé absolument partout, cela peut l'être, c'est normal. Mais voyez, dans les transports, qui sont aussi une activité stratégique, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont acté que la mise en place d'un service minimum n'était pas contraire au principe constitutionnel du droit de grève. Et de la même manière, que le droit de grève soit retiré ou très fortement limité, encadré dans les secteurs de l'énergie, me paraît une évidence absolue. Vous en avez entendu parler, vous, de ça ? Non, parce qu'en ce moment, évidemment, c'est le truc qui agiterait encore un petit peu plus et exciterait un petit peu plus les militants de la CGT. Est-ce que c'est vrai que tout dans une centrale peut être démonté, excepté la cuve, et qu'on prolonge du coup la durée de vie des cuves qui étaient programmées à 40 ans et qu'on les prolonge? Est-ce qu'on risque quelque chose à prolonger la durée de vie des centrales? Normalement, non. Mais tout cela, c'est empirique. C'est-à-dire que comme notre retour d'expérience sur le nucléaire et se compte en dizaines d'années, à tout casser, aller en 50 ans, grand maximum 60 ans, ce n'est que notre capacité à surveiller ce qui peut se dégrader dans le temps qui nous fait dire que oui, on peut prolonger ou non, on ne peut pas prolonger. Est-ce qu'il est rationnel de prolonger des équipements qui ont été conçus dans les années 70, 80 ? Vu l'état de dépendance à l'énergie dans lequel nous nous sommes mis, oui. Est-ce que c'est responsable ? Oui. Est-ce que c'est risqué ? Non. À condition, bien sûr, que l'on surveille. À condition, bien sûr, que l'on surveille. Alors même dans un monde idéal où la France ferait marcher toutes ces centrales nucléaires, ou même qu'on en construirait de nouvelles, pour l'instant, l'énergie électrique, c'est 25% de ce qui est consommé en France. Ça, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, à ne pas confondre avec le mix électrique. Je vous interromps dans votre question, mais je vous la laisser finir. Juste pour dire bien à ceux qui nous regardent que à la télévision, et même parfois dans les journaux mainstream,
mes confrères ou des politiques ou des gens qui pensent pouvoir parler de l'énergie en connaissance de cause confondent mix énergétique et mix électrique. Le mix énergétique, ce sont toutes les énergies consommées à un instant T, par exemple en France. Aujourd'hui, le mix énergétique, ce dont vous voulez parler, à l'instant T, 75% de l'énergie consommée en France est carbonée. Et quand je dis carbonée, ça veut dire que c'est du pétrole, sous toutes ses formes, du gaz et un tout petit peu de charbon. Les 25% restants, c'est de l'électricité. Donc quand on nous dit l'électricité, c'est la solution, non, l'électricité ne peut pas être la solution, puisque en France, seuls 25% de notre activité économique, là nous sommes éclairés par une lampe électrique, il y a des lampes électriques derrière, la caméra fonctionne à l'électricité, mais en fait ce qu'on ne voit pas, c'est que probablement le chauffage qui est dans cette pièce quelque part, lui il fonctionne au gaz, où il n'y a pas de chauffage. C'est comme Eric Nolot, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, c'est studio. très bien, mais on n'a pas froid. Mais c'est difficile à comprendre, mais comme l'énergie est invisible, à l'instant T, il y a bien 75% de l'énergie consommée pour notre activité. Cette table, par exemple, elle a utilisé plus d'énergie Gaz. carbonée, de gaz, de pétrole, qu'elle n'a utilisé d'électricité. Et tout est comme ça. Dans ce micro, il y a plus de pétrole, de fuel domestique, de charbon même, puisqu'il a été fabriqué en Chine. Voilà, prenons Australie, mais ça fait loin hein, quand même. Eh ben, il était fabriqué. Si ce micro a été entièrement fabriqué en Australie, ce qui n'est pas totalement garanti, il y a plein de morceaux qui ont été fabriqués en Chine, il a plutôt été fabriqué avec du charbon. Bien sûr. Ben non, vous dites bien sûr, mais en fait, c'est contre-intuitif. Vous regardez la série Germinal à la télévision. La Chine fait tourner ses centrales au charbon, majoritairement. Mais toute l'économie chinoise et tout ce que nous consommons. L'économie mondiale, au final. L'économie mondiale, c'est du charbon. Ma veste, je ne sais pas d'où elle vient, mais en fait, je suis habillé à 30-40% avec du charbon, un peu avec du pétrole pour les fibres ou autres, et l'électricité est marginale. Là, je vous ai donné le mix énergétique français. Maintenant, je vais vous donner le mix énergétique mondial, et là, vous allez hurler. Le mix énergétique mondial, c'est simple. À l'instant T, 92% de l'énergie consommée dans le monde, c'est du pétrole, du gaz ou du charbon. 92%. Les 8% restants, c'est de l'électricité produite par d'autres moyens que des énergies carbonées. Le mix énergétique mondial, c'est 80% de charbon, de pétrole et de gaz et 20% de l'électricité. Mais ces 20% d'électricité sont produits majoritairement par du charbon, du gaz ou du pétrole. Donc retenez bien ce chiffre. Arrondissons à 90% si vous voulez. 90% de l'énergie consommée dans le monde à cet instant T est carbonée. 10% seulement, ce sont des barrages hydroélectriques, ce sont des éoliennes, si vous fait plaisir, ce sont des panneaux photovoltaïques et aussi du nucléaire, qui représente que 4% du total. Donc, l'humanité dans son ensemble, c'est un père de famille qui vous dit ça, maintenant vous êtes un jeune père de famille, vous avez vu qu'on change de mentalité quand on a charge d'âme. Hein. Ça me fait pas marrer de dire ça à mes enfants, pour ceux qui vont voir la vidéo, et à tous ceux qui ont 20 ans et qui regardent VA+, puisque vous avez beaucoup de jeunes. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, je suis désolé de vous dire qu'on a bouffé toute l'énergie qui était sur la planète, ou une grosse partie de l'énergie qui est sur la planète, et qu'il va falloir trouver un moyen, mais on ne l'a pas trouvé encore, pour remplacer les 90% de l'énergie carbonée par autre chose. Ça ne va pas être l'électricité. Ce sera un peu l'électricité, mais ça ne va pas être l'électricité. La seule solution, je le dis dans mon bouquin avec Jacques Bichot, la seule solution, ce serait qu'on trouve le moyen de faire fonctionner la fusion nucléaire. Aujourd'hui, les centrales nucléaires fonctionnent sur le principe de la fission. On fracture un atome d'uranium, et bon, bref, je vous passe le mécanisme, mais ça produit de l'énergie dans des quantités phénoménales. Mais si on arrive à faire la fusion comme l'énergie solaire dans le soleil, alors là, c'est énergie illimitée et quasiment gratuite pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il nous manque 30, 50, peut-être 70 ans, peut-être 100 ans de recherche fondamentale. Alors moi, je vous propose une solution. Vous êtes peut-être comme moi amateur de films d'anticipation, de science-fiction. Il y a plein de films d'anticipation et de science-fiction où tous les pays du monde se réunissent et mettent tous leurs meilleurs ingénieurs sur la résolution d'un problème. C'est Armageddon, mais plein d'autres trucs comme ça. On est bien parti là. Ben, honnêtement,
La seule solution pour s'en sortir, c'est de mettre tous les ingénieurs disponibles. C'est ce qui se passe, j'ai oublié le nom, à ITER, sauf qu'on ne met pas tous les ingénieurs. Il n'y a pas tout le monde. ITER à Cadarache en France, c'est un budget de 5 milliards ou 8 milliards d'euros. Il y a 20-30 pays. Non mais là on parle de... C'est les Russes ou les Chinois qui font la même? Oui. Mais là, on dépense quelques milliards d'euros. En face, le problème qui est le nôtre, il se compte en centaines de milliards, plutôt en milliers de milliards d'euros ou de dollars, de ce que vous voulez. De mon point de vue, la seule solution pour s'en sortir au niveau de la planète, c'est que tous les meilleurs ingénieurs du monde soient immobilisés de leur activité aujourd'hui, y compris ceux qui cherchent à fabriquer des avions électriques ou autres. Bref, on les réunit partout dans des grands centres de recherche un peu partout dans le monde, tous interconnectés avec des bases de connaissances et de savoir communes, sans aucun enjeu géopolitique. Il faut partager cette connaissance et de savoir, et on cherche la solution pour réaliser la fusion nucléaire. Je vous fiche mon billet qu'on va en arriver là dans quelques années, mais trop tard. Dans quelques années, on va mettre en place un plan d'urgence de recherche de l'énergie du futur, mais ce sera trop tard et on va se trouver avec un putain de trou de 10, 20, 10 non ça passe pas, on a un trou de 20 à 40, 50 ans d'énergie qui va nous faire retourner, peut-être pas à l'âge de pierre, peut-être pas dans la grotte, mais qui va faire retourner une grande majorité d'entre nous dans des conditions très compliquées, mais c'est exactement l'histoire du Titanic. À bord du Titanic, les passagers de première classe, 85% s'en sont sortis. Les passagers de troisième classe, 15% ou 25% s'en sont sortis. Donc, si vous n'avez pas des moyens financiers illimités pour produire votre propre énergie, avec des panneaux solaires, avoir des batteries de stockage, avoir des voitures électriques, être autosuffisant alimentairement parce que vous avez des ressources chez vous ou autour, où vous avez les moyens pour les acheter, ça va être compliqué. Justement, on va un peu parler de ces solutions post-apocalypse du moins. Mais est-ce que si on réussit la fusion nucléaire et cette énergie abondante en quantité phénoménale, est-ce que en fait on repart pas dans un cycle de surconsommation, d'exploitation des ressources? Parce que une fois qu'on aura l'énergie, bon bah super, on pourra brancher nos voitures électriques, mais il faudra construire des batteries pour convertir le parc automobile mondial en électrique. Non, parce que par exemple, si vous réussissez la fusion nucléaire, votre production d'électricité atteint des niveaux totalement inimaginables. Alors bien sûr, il faut fabriquer des... Bon, je vais être un petit peu moins enthousiaste quand même, je vais être rationnel. Si vous réussissez la fusion nucléaire, il faut quand même construire des centrales. Ces centrales vont consommer de l'énergie. A priori, au moins au début, cette énergie, elle sera carbonée, puisque pour l'instant, les machines-outils, les pelleteuses, les cimenteries, elles fonctionnent au gaz, au charbon, au pétrole, tout ce que vous voulez. Mais imaginons que les premières centrales de fusion nucléaire qui produisent de l'électricité permettent ensuite de fabriquer d'autres centrales en consommant des ressources naturelles, dont certaines très rares, dont certaines très rares. De mémoire, il y a des métaux lourds, hyper rares, du deutérium, des trucs comme ça, dans un réacteur à fusion nucléaire dont la disponibilité est limitée. Mais bon, imaginons qu'on y arrive. Je ne sais pas quand. À ce moment-là, vous stockez plus l'électricité. Comme l'énergie est illimitée, l'électricité est illimitée, ben là, oui, la tarte à la crème ou la vaste blague de l'hydrogène devient sérieuse. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie, c'est un moyen de stockage. Donc tous ceux qui vous disent « Ouais, le plan hydrogène, c'est génial », la France a mis, pour le coup, sur la table plus que ITER de mémoire. Hein. Ben oui, je crois que le plan hydrogène, c'est 10 milliards ou 11 milliards. Donc on met 11 milliards ou 10 milliards, si j'ai dit des bêtises dans la vidéo, vous me pardonnerez pour ceux qui me regardent. Mais de mémoire, c'est ça. En tout cas, on a dit qu'on mettait, c'est peut-être 1 milliard. Mais en tout cas, on a dit qu'on mettait énormément d'argent sur l'hydrogène. Mais le problème, c'est que l'hydrogène, pour fabriquer de l'hydrogène... Il faut l'énergie. Oui, vous savez comment on fabrique l'hydrogène ? C'est compliqué. C'est un piège. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Vous prenez du méthane, du gaz, russe par exemple, CH4, et pour obtenir H2, CH4, H2, eh bien vous allez faire s'en aller C, le carbone, dans l'atmosphère, sinon c'est pas drôle. Il vous reste H4, et H4, vous allez le fracturer
En général, la fracturation, c'est de la chaleur. Donc, vous utilisez de l'énergie pour casser la molécule de CH4 et pour obtenir H2, de l'hydrogène, du carbone, et vous avez consommé beaucoup d'énergie au passage. Super. Ça donne quoi du coup cet H2 quand il sort? Ben, l'hydrogène. H2, c'est la molécule d'hydrogène. Et du coup, il peut L'hydrogène, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire fonctionner des moteurs thermiques. Ils vont relâcher de l'eau. Vous faites ce que vous voulez avec H2. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que l'hydrogène aujourd'hui, pour en fabriquer, 97% de l'hydrogène consommé dans le monde a été produit à partir de gaz. Lorsque vous croisez un bus où il y a marqué « Je fonctionne à l'hydrogène » avec des petites feuilles vertes, un petit oiseau et machin, etc., vous dites « Oh, qu'il est bien et vertueux ce bus ». Mais en fait, c'est une vaste blague. Ce bus fonctionne au gaz naturel qu'on a fracturé, on a laissé relâcher le carbone dans l'atmosphère et il fonctionne à l'hydrogène qui est en fait du gaz habillé en hydrogène. Est-ce qu'on peut prendre la comparaison du pétrole? Pour 100 barils de pétrole extrait, il faut 10, 20, 30 barils de pétrole. Pour l'hydrogène, il faut quelle quantité de gaz? C'est la cata. Non, l'hydrogène, tous les moyens de produire de l'hydrogène aujourd'hui sont catastrophiques. C'est-à-dire que transformer du gaz en hydrogène, c'est très coûteux en énergie et en plus, une fois que j'ai mon hydrogène, je peux pas le mettre directement dans le réservoir de ma voiture, puisqu'il faut que je le transporte du site de production jusqu'au site de stockage et de consommation. Or, l'hydrogène, ça se transporte pas comme du gaz, parce que la molécule d'hydrogène est plus petite que l'hydrogène, donc la molécule d'hydrogène est plus petite que celle de méthane, donc il faut des équipements spéciaux, des camions spéciaux, des gazoducs spéciaux, des réservoirs souterrains spéciaux, tout ça on les a pas. C'est très coûteux d'adapter tout cela. L'autre moyen, c'est de fabriquer avec l'hydrogène, c'est de fabriquer, de l'ammoniac. On mélange de l'azote avec de l'hydrogène, on obtient de l'ammoniac liquide qui se transporte dans n'importe quel camion-citerne, mais c'est très dangereux. Mais ça consomme énormément d'énergie pour transformer l'hydrogène en ammoniac, puis après pour retransformer l'ammoniac en hydrogène et en azote qu'on relâche dans l'atmosphère, qui n'est pas polluant. Ou encore, vous avez une autre solution qui est je compresse mon hydrogène à mort, je liquéfie l'hydrogène à moins 167 degrés, mais là encore, la compression de l'hydrogène va consommer énormément d'énergie, et après la détente de l'hydrogène pour pouvoir l'utiliser va consommer encore d'énergie. Je vous donne les rapports, mais vous avez 1 kWh d'énergie au départ. Ça représente quoi, par exemple? 1 kWh... Un kilowattheure, c'est un radiateur électrique en puissance basse pendant 1 heure. Oui, d'accord? C'est pas le mégawattheure. Non, c'est 1 kWh, c'est votre 1 kWh, c'est votre four à micro-ondes ou le four de la cuisine qui fonctionnerait à 165 degrés pendant 1 heure pour cuire une tarte à la louche. Eh bien, votre kilowattheure, quand vous le transformez en hydrogène, vous allez avoir au bout du bout 300 watts. Donc vous avez... C'est exactement l'histoire des barils. Hein. J'ai 1 kilowatt au départ de gaz naturel ou d'électricité, et au final, je vais avoir 300 watts peut-être d'hydrogène. Qui représente? Donc un tiers. D'accord. J'ai perdu, pour transformer mon gaz naturel ou pour transformer mon électricité en faisant, vous vous souvenez, on le faisait à l'école en cours de physique, fabriquer de l'hydrogène, on fabrique de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, en mettant une anode et une cathode dans l'eau, et ça dégage de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Donc ça c'est avec l'électricité, donc on pourrait se dire super, les centrales nucléaires elles vont produire de l'hydrogène puisqu'on va faire par électrolyse de l'hydrogène, mais le rendement est catastrophique. C'est-à-dire que le kilowattheure d'électricité ou de gaz transformé en hydrogène, j'ai 60% de perte au bout. Et comment ça se fait que le gouvernement ait investi 10 milliards là-dedans? Les lobbies, les dogmes. Vous êtes... C'est Jean-Baptiste Djebbari d'ailleurs, il est ministre des Transports, il est dans une boîte... Tiens donc. Dans une boîte qui investit dans l'hydrogène, je crois qu'il fait de la recherche, non? Tiens donc, comme par hasard. Bien sûr qu'il y a de l'oseille à se faire sur l'hydrogène. Bien sûr qu'il y a des usages cohérents pour l'hydrogène. Je vous donne un usage cohérent. Emmanuel Macron, le grand technicien, a l'air d'y croire dur comme fer. Bien sûr. Comme il croyait à la sortie du... En Allemagne, d'ailleurs c'est Alstom qui les fabrique, en Allemagne on vient d'inaugurer la première ligne de chemin de fer avec un train à hydrogène. Donc après tout ce que je viens de vous expliquer, je vais vous dire, c'est cohérent de faire fonctionner un train à l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que cette ligne de chemin de fer, il y avait une locomotive à diesel
avant dessus. Et pour électrifier la ligne, la dépense en énergie, les poteaux télégraphiques, les poteaux pas télégraphiques, mais les poteaux électriques, les socles en béton, les câbles, tout ça, ça consomme une énergie colossale. Donc c'est rationnel de transformer ce train qui fonctionne au gazole en train à hydrogène, quand bien même il y a une déperdition d'énergie colossale pour transformer du gaz en hydrogène. Maintenant, on aurait très bien pu faire fonctionner le train au gaz. Mais ce n'est pas le même message. Quand vous faites fonctionner une ligne de chemin de fer au gaz, vous dites « Ah oui, mais c'est que du gaz ». Alors que quand vous transformez une ligne de chemin de fer à l'hydrogène, vous dites « Ah ouais, super, qu'est-ce qu'on est bon, on est vertueux, on est… » D'accord. D'ailleurs, les Allemands… c'est que de la com. Hein. D'ailleurs, le gouvernement allemand veut mettre en place, ou la compagnie de chemin de fer allemand veut mettre en place un pass à 55 € pour les Allemands pour qu'ils puissent voyager dans tout le pays. C'est déjà fait. Hein. À quoi ils tournent les trains allemands? Bon, les trains allemands, ils fonctionnent à l'électricité produite avec du charbon massivement. Je peux vous le montrer. Hein. Tous ceux qui nous regardent là, puisque vous êtes peut-être sur votre smartphone, je vous invite à télécharger une application absolument géniale qui vous fait comprendre tout ce qu'on est en train de dire. L'application s'appelle Electricity Map. Vous l'avez sur toutes les plateformes, vous l'avez aussi sur votre navigateur Internet. Et ça vous montre en temps réel. Alors évidemment, je suis en mode avion, mais là, voilà, j'enlève le mode avion. Ça vous montre en temps réel la production d'énergie partout dans le monde, et on va s'intéresser déjà à l'Europe. Ça vous montre la production d'énergie, comment l'énergie est produite, l'énergie électrique bien sûr, produite en France, en Allemagne, en Russie, en Finlande ou autre. C'est hallucinant de voir que l'Allemagne, 40% de l'électricité consommée à l'instant T où vous nous regardez, est produite avec du charbon. C'est hallucinant de voir que la France, après tout ce qu'on a dit sur le nucléaire, l'immense majorité de notre électricité est encore aujourd'hui produite par du nucléaire, et que celle qu'on n'est pas capable de produire en France, eh bien on l'importe de chez nos voisins. Quand c'est des Suisses, eh bien elle est produite à partir des lacs de montagne, elle est vertueuse. Quand c'est les Allemands, elle est produite à partir de centrales à gaz et de centrales à charbon. Donc là, quand on voit ça, on comprend en temps réel ce qui se passe. Il suffit de regarder cette carte quelques minutes par jour, pendant quelques jours, et vous aurez tout compris du problème de l'énergie. Et du problème de la dépendance de certains pays aux énergies carbonées. La Pologne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, dans une moindre mesure, sont dans une situation absolument intenable en matière de dépendance énergétique. Je parle que pour l'électricité, encore une fois. On va parler de choses un peu plus positives et essayer de voir j'adorerais. Les solutions. Déjà, comment se préparer au potentiel pénurie, blackout. Par exemple, vous, Jean-Baptiste Giraud, vous m'avez confié que vous avez préparé chez vous des panneaux solaires, des petites installations comme ça. Est-ce que, contrairement à ce que Emmanuel Vargon disait, et ça vous avait indigné, la maison individuelle est un non-sens écologique? Alors, sachant qu'elle a elle-même une maison individuelle sur les bords de Seine ou des bords de Marne, sur les bords de Seine. Elle a une très belle maison individuelle qui vaut un certain nombre de centaines de milliers d'euros, voire même en millions d'euros. Donc c'était un peu osé. Non, bien sûr que la maison individuelle est... Je vais vous dire, même plus, puisque vous me posez la question précisément sur la maison individuelle, je veux dire, la maison individuelle est la solution à la plupart des maux qui vont s'abattre sur notre pays, sur l'Occident. Parce qu'on va s'installer sa petite éolienne personnelle qui ne sera pas moche, ça va ses beaucoup panneaux, plus loin. planter, de quoi se nourrir. Ça va beaucoup plus loin. Bien sûr, planter, parce que il ne vous a pas échappé qu'on a un petit problème de vieillissement. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Grand Vieillissement, qui est assommant, qui nous explique comment, en Occident, mais aussi dans d'autres pays, en Chine ou ailleurs, la population vieillit à une vitesse inédite dans l'histoire de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. On va se retrouver, ayant 50 ans, les enfants qui me regardent, ils vont tordre la bouche. Mais oui, dans 30 ans, j'espère le plus tard possible, j'aurai peut-être besoin d'un coup de main de leur part. Et oui, dans 30 ans, il ne sera pas question de me mettre dans un EHPAD, 30 ans, 35 ans, il ne sera pas question de me mettre dans un EHPAD parce que de toute façon, il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y aura pas le personnel pour s'occuper de moi ni des autres dans les EHPAD. C'est aussi simple que ça. Le problème qui est devant nous, c'est l'incapacité à faire face à un tsunami de vieux sans retraite. Un tsunami de vieux sans retraite. On est bien en train de parler d'un article 49.3 qui va être utilisé pour faire passer une réforme de retraite qui aurait dû être faite depuis des années. Réforme des retraites qui ne résout pas tous les problèmes. Et de toute façon, le système de retraite tel qu'il est pensé aujourd'hui n'est pas viable.
j'ai cotisé pendant des années pour la retraite de ceux qui étaient à la retraite pendant que moi je travaillais. Je n'ai pas cotisé pour moi-même, c'est un vaste mensonge. Je rends hommage ici à Jacques Bichot, qui est donc économiste, qui est un spécialiste de retraite, qui a écrit ce livre avec moi et qui le répète à longueur de temps sans être entendu. Lorsque vous cotisez, quand toi, Baudouin, tu cotises pour ta retraite, tu ne cotises pas pour ta retraite. Tu payes la retraite de tes parents, de ton oncle, ta tante, machin, etc. Et je compte sur mes enfants. Mais c'est une vaste blague. Tu ne comptes pas sur des gens qui n'ont aucune solidarité et aucun lien filial avec toi pour assurer ta retraite. La retraite, c'est un contrat sur l'avenir, un pari. Oui, dans 20 ans, quand je prendrai ma retraite, j'en aurai 70. Si on nous fait travailler jusqu'à 67, 70 ans, il n'y aura personne en face pour dire « Ah oui, bien sûr, je vais te filer les sous, Jean-Baptiste Giraud, pour être à la retraite. » Il n'y aura personne. Soit on aura mangé toute la grenouille et le système aura explosé et on nous dira on s'est planté, désolé pour vous. Soit on nous filera une allocation minimale pour payer juste la bouffe. Mais le système de retraite tel qu'il est pensé est planté. Donc vous me posez la question de la maison individuelle. La maison individuelle, elle résout le problème. Reprenez la pyramide de Maslow. Peut-être que vous allez la ficher en incrustation pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais la pyramide de Maslow, c'est celle qui détermine tous les besoins humains, des essentiels aux futiles. Tout en haut de la pyramide de Maslow, la pointe, vous avez la culture, les loisirs, machin. Et tout en bas, vous avez les besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se chauffer, s'abriter, se reproduire, ça c'est les besoins fondamentaux. Nous sommes aujourd'hui en 2022 dans un pays et sur un continent où nos gouvernements ne sont pas capables d'assurer nos besoins fondamentaux. Que Louis XIV n'ait pas pu assurer les besoins fondamentaux de tous ses concitoyens. Ok, mais le pauvre, le pouvoir central pouvait faire la guerre à l'Espagne, mais pouvait pas résoudre les problèmes. Que François Ier de mémoire ait dit « Je veux que chaque Français ait le dimanche la poule au pot... Henri IV. Oui, François Ier, c'est un peu la même époque. Oui. Quand Henri IV ait dit « Je veux la poule à pot pour les Français », c'est un acte régalien. Il sait que la population meurt de faim, et donc la poule au pot, en parenthèse, la poule au pot, c'est pas un poulet, c'est une poule pondeuse. Donc on sacrifie la poule pondeuse quand elle est arrivée en fin de carrière. Bref. Mais qu'en 2022, on ne soit pas capable d'assurer les besoins fondamentaux de pas quelques millions de nos concitoyens, mais de la majorité, voire de la totalité, c'est du délire. Donc oui, la maison individuelle, c'est besoin fondamental de protection, un toit. Besoin fondamental de sécurité. Hommage à Lola, elle a 12 ans, elle habite dans le 19e arrondissement, qui n'est pas sur la carte identifiée comme une zone de non-droit et d'ensauvagement. En fait, si. On sait très bien qu'on ne va pas dans l'Est parisien. Moi, j'ai des enfants. La dernière fois que je suis allé au marché aux puces avec les enfants et avec ma femme, j'y allais quand j'étais gamin, à 15 ans, tout seul, les mains dans les poches. Aujourd'hui, même à 5, avec des garçons un peu baraqués, on n'est juste pas du tout rassuré d'aller à Porte de Clignancourt au marché aux puces. Je n'irai plus de ma vie au marché aux puces. C'est fini. Vous n'allez pas. Vous allez là-bas, vous êtes une attraction exotique. Mais vous n'allez pas. Qu'est-ce que vous allez aller dans le 19e arrondissement ? C'est un coupe-gorge. Donc Lola, ses parents qui étaient gardiens de l'immeuble, n'avaient pas d'autre choix, puisque gardien de l'immeuble, de vivre là. Tous ceux qui vivent là n'ont pas d'autre choix qu'y vivre. Mais évidemment que ce sont des coupes-gorges où les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow ne sont pas couverts et assurés. Donc oui, la maison individuelle, tout le monde ne pourra pas avoir une maison individuelle, mais la maison individuelle est rationnelle pour assurer la protection. J'ai un toit ou un toit sur la tête, j'ai une porte qui ferme pour me protéger, j'ai un bout de terrain devant pour avoir un potager, j'ai des poules, j'ai des lapins dans des clapiers, j'ai peut-être des moutons ou des chèvres. Enfin, je vous dis ça en 2022, on va se dire, ce mec, il veut aller s'installer dans le Larzac. Mais ce que je suis en train de vous dire, moi, journaliste économique, urbain, que c'est rationnel. Et le comble de la rationalité de la maison individuelle, c'est d'avoir 3 générations sous le même toit. C'est-à-dire Baudouin avec ses parents et ses grands-parents. Tant que Baudouin n'a pas pris son indépendance et son envol, eh bien, si Baudouin il a pris son indépendance et son envol, oui, mais à peu près. Oui, mais Baudouin, logiquement, tu vas récupérer tes parents parce qu'il y aura personne pour s'en occuper, parce qu'il n'y aura pas de structure. Donc soit tu vas habiter dans la maison de tes parents parce qu'ils ont pris des dispositions pour qu'il y ait une maison où il y a la place et pour que vous puissiez vivre en autonomie les uns les autres tout en étant en symbiose sur certains points stratégiques.
ou bien c'est toi qui auras mis en place Qui accueillera, les ouais. dispositions. Mais bien sûr que la maison individuelle est rationnelle pour résoudre pas 100% du problème, mais la maison individuelle peut résoudre au moins 50% du problème du vieillissement de la population, au moins 50% du problème des ressources alimentaires. Moi, j'ai des voisins à la campagne qui sont autosuffisants, totalement autosuffisants. Ils ne sont pas autosuffisants pour l'électricité, mais moi, j'ai installé les panneaux solaires. Je suis autosuffisant en électricité pour un faible investissement, hein. Pour un faible investissement, on peut être autosuffisant en électricité. J'ai un puits autosuffisant en eau. Le potager des voisins, il déborde, il passe notre temps à donner des légumes. J'ai des arbres fruitiers pleins partout. Les cerises, il y en a plein. Là. Alors, certes, un congélateur, mais sinon dans des pots de vie. Enfin, je suis en train de vous raconter des histoires de mon enfance. Mes parents, ils faisaient des cerises à l'eau de vie. Mais est-ce que les réponses, elles sont pas dans la vie avant l'exode rural, avant la révolution industrielle, et de la façon dont l'homme a vécu entre la révolution néolithique et il y a 200 ans, c'est-à-dire dans des circuits communautaires. Mais t'as pas besoin de remonter à 200 ans. Remonter dans les années 60-70. Oui, à la campagne encore. En 1970, en France, de mémoire, là encore, ma mémoire, j'ai pas toutes mes notes sous les yeux, mais de mémoire, dans les années 70, il y a encore la moitié des logements. Ils sont ruraux. Oui, non, mais surtout la moitié des logements, il n'y a pas des sanitaires. Ouais. Donc, tout ce qui nous paraît comme acquis et une évidence, le confort moderne est récent. Le sèche-linge, c'est un appareil qui n'est pas encore répandu dans tous les foyers, quand il y a l'autre qui dit qu'il sèche son linge plutôt que d'utiliser le sèche-linge. Le sèche-linge, c'est un acquis nouveau. Le congélateur, c'est quelque chose de nouveau. À la campagne, là c'est un peu le piège. À la campagne, le congélateur a massivement remplacé les conserves parce qu'effectivement, énergie gratuite illimitée, confort alimentaire de cuisiner des produits qui ont été conservés au congélateur. Moi, j'invite tous ceux qui ont des congélateurs à basculer le plus vite possible sur la conserve à l'ancienne et à se remettre à faire des conserves, des fruits au sirop. Bon. Des légumes dans le vinaigre. Des légumes dans. Il y a plein de façons différentes de conserver la lyophilisation, la mise sous sachet. Enfin, bref, il y a plein de solutions. Ouais. Vous, par exemple, c'est quoi pour être autonome en énergie et pouvoir faire. Peut-être pas tourner un sèche-linge du coup, mais. Alors, il faut combien de. Les panneaux solaires permettent. Déjà, alors combien de temps d'autonomie surtout? Parce que c'est pas éternel. C'est une très bonne question et là, j'attache beaucoup d'importance à vous faire une réponse courte, efficace et précise. Aujourd'hui, avec un budget de 7 500 €, moins une aide d'État de 1 300 €, qui va être versée maintenant une fois et non pas en 5 fois, avec 7 500 € d'investissement, on installe 3 kW crête. C'est-à-dire 8 panneaux qu'on va mettre sur un toit, plein sud, ou bien au sol, si on a la possibilité de les mettre au sol parce qu'on a de la place, auquel cas, c'est pas 7 500 €, c'est beaucoup moins cher. Ce qui coûte 7 500 €, c'est de les faire mettre par un professionnel agréé RGE sur un toit pour toucher l'aide et pour pouvoir revendre le surplus d'énergie à EDF. Je suis des forums que je vous invite à regarder, c'est facile sur Internet. Sur Lesquels, Facebook, par exemple? vous avez un forum qui s'appelle Autoconsommation solaire, par exemple, sur Facebook, où il faut montrer un peu de patte blanche pour adhérer. Mais vous avez des milliers de personnes en France qui sont autoproducteurs solaires, autosuffisants, pour certains découplés du réseau, et qui passent leur temps à dire « Les copains, je produis trop d'électricité, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour consommer l'électricité en surplus que sinon j'injecte gratuitement EDF ?» Parce que quand vous avez installé vous-même votre centrale de production solaire, à moindre coût, c'est encore tout à fait accessible financièrement, avec quelques milliers d'euros, vous rendez autonome votre maison, y compris avec des batteries. Pour les fameux 7 500 € dont je vous parle, vous avez une solution de production solaire en auto-installation avec des tutoriels, avec des petites notices et des tutoriels que vous trouvez sur Internet. Vous allez avoir 2-3 journées un peu tendues où vous n'allez pas savoir faire, mais au final, c'est quand même brancher des fils. Tout est souvent plug and play. Vous branchez des fils, vous configurez un appareil informatique que vous mettez à l'abri, et tout d'un coup, vous mettez à produire de l'électricité chez vous. Et cette électricité, si vous l'avez installée vous-même, vous la réinjectez dans le réseau EDF, quand vous en produisez trop, gratuitement. Comme ça les énerve de réinjecter l'énergie gratuitement dans le réseau EDF, ils passent leur temps à dire « Hé les copains, comment je pourrais consommer toute mon énergie ?» Et donc effectivement, ils ont des sèche-linges qui font tourner en journée, ils ont des plaques à induction qui font tourner en journée, ils ont
Ils chargent leur voiture électrique, ils installent des clims réversibles. Le grand truc en ce moment, c'est, bon, ben, les copains, ça coûterait une clim réversible encore aujourd'hui, venant de Chine, bien sûr. Ils installent des clims réversibles qui sont gourmandes en énergie. C'est celles qui font froid l'été. Oui, voilà, c'est ça. Et qui font froid l'été et chaud l'hiver. Et donc, en plein été, vous avez des gens qui sont autoproducteurs solaires et qui font tourner des clims à plein... pas pour le confort, pour consommer leur électricité qu'ils ont en trop grande quantité et dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, quand on fait les bons choix, on peut devenir indépendant énergétiquement. Et si vous mettez... c'est intermittent, le solaire. Oui, alors, mais vous déplacez vos consommateurs sur la journée quand vous faites de la production solaire. Alors bien sûr qu'il y a des moments difficiles. Beaucoup qui sont autonomes, coupés du réseau, ont malgré tout des batteries. Et quand les batteries ne sont pas suffisantes, ils ont un groupe électrogène qui va faire la soudure. Mais leur groupe électrogène, il ne va fonctionner que quelques dizaines d'heures par an, pour vraiment les moments où il n'y a pas eu de production solaire pendant plusieurs jours. Et là, effectivement, mais je veux dire, moi je me suis équipé à très moindre coût. Éclairage 12 volts. En fait, la lampe qui est au-dessus de nous, elle est de base en 12 volts. C'est de la LED, mais derrière, il y a du 220, mais entre les deux, c'est du 12 volts. La plupart des choses qui sont autour de nous sont en 12 ou en 24 volts. Les ampoules design que vous avez là, style Edison, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'elles soient en fait descendues en 12 ou en 24 volts à l'intérieur. Donc, vous pouvez éclairer, ce qui est quand même un besoin fondamental, en 12 volts. Une fois que vous avez un moyen de chauffage autonome de l'électricité ou, par exemple, chauffage à bois, poêle à bois. Alors, par exemple, un poêle à bois, avec un système de soufflerie, vous avez une petite soufflerie qui va consommer 30 watts. Mais 30 watts, c'est une batterie de voiture derrière. Vous mettez une batterie de voiture et votre batterie de voiture, elle va alimenter votre poêle pendant plusieurs dizaines d'heures. Et dès qu'il y aura un peu de soleil, poum, votre batterie de voiture sera rechargée, votre poêle à bois, avec cette petite soufflerie, va être totalement indépendant. Vous avez en fait plein de solutions d'indépendance énergétique qui vous permettent d'assurer un confort, quasi confort moderne, sans limite. Mais ça, c'est vrai que ça exige de votre part de vous documenter un petit peu. Il faut se prendre en main. Exactement. Il faut se prendre en main. L'État n'est plus capable. Donc, vous devez vous prendre en main. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les livres, avec les tutos sur YouTube ou autres, vous avez des gens qui ne savent absolument rien faire, qui, au bout d'une semaine, savent produire de l'eau chaude sanitaire avec un simple tuyau d'arrosage. Par exemple, produire de l'eau chaude sanitaire pendant plusieurs centaines de jours par an. Si on a 365 jours par an, eh ben, vous avez, par endroit en France, la capacité à produire de l'eau chaude sanitaire gratuitement. L'eau chaude sanitaire, c'est l'eau chaude pour la douche et l'eau chaude pour faire la vaisselle. Ouais. Avec un simple tuyau d'arrosage, peint en noir, dans un cadre en bois, avec une plaque en plexiglas. Et ça va vous produire plusieurs dizaines de litres d'eau chaude sanitaire par jour. Si vous êtes 4 dans un foyer et que vous mettez sur votre toit un système de chauffe-eau solaire que vous avez fabriqué vous-même, et que ça va vous prendre quelques heures ou une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures pour le fabriquer, il n'y a aucun problème. Si vous allez voyager en Grèce, en Turquie, évidemment, dans la France d'outre-mer, il y a des chauffe-eau solaires partout. Et sur le toit, c'est la norme. Et des chauffe-eau solaires qui sont fabriqués en quantité industrielle et dont le coût, j'ai vérifié, est marginal. Vous avez des chauffe-eau solaires avec un ballon extérieur et les serpentins pour 800 €, pour 1200 €. En été jusqu'à 80 degrés. Voilà, mais on ne peut pas les installer chez nous parce que, tels qu'ils sont conçus, ils craignent le froid et le gel. Mais d'autres mécanismes de production d'eau chaude solaire, beaucoup plus basiques, qui ne craignent pas le froid ou le gel, vous assurent de l'eau chaude sanitaire pendant... Allez, 250 jours par an, garanti. Vous faites comment si on installe le tuyau d'arrosage sur le toit, sous plexiglas, comment vous faites l'hiver? Eh bien, vous ferez ça. Et vous ferez ça, ou bien vous accepterez de faire tourner un petit chauffe-eau à gaz, et qui va... En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que lorsque vous pouvez chauffer de l'eau chaude gratuitement avec le soleil, il faut le faire. Et vous ne gardez le gaz dans la cuve propane ou le chauffe-eau électrique relié à EDF que pour les moments où, non, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'autre moyen de produire de l'eau chaude. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on produit, par exemple, de l'eau chaude sanitaire à la maison, toujours avec la même technologie, alors que ça n'a aucun sens
de chauffer de l'eau chaude en plein été, mais aussi au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, en faisant chauffer une résistance dans un ballon électrique. Pendant cette période de l'année, et pendant plusieurs mois de l'année, on pourrait très bien se fournir en eau chaude sanitaire avec le soleil, avec un simple tuyau d'arrosage posé sur le toit dans un cadre en bois, vous produisez plusieurs dizaines de litres d'eau chaude. Vous voyez dans les pays du Sud, et je ne parle pas seulement de la Réunion ou de la Guadeloupe ou de la Martinique, pour prendre des territoires ou des départements d'outre-mer français. Vous allez en Grèce, vous allez en Turquie, vous allez en Italie du Sud, vous avez des chauffe-eau solaires partout sur les toits. Vous allez en Corse, c'est tout à fait banal de chauffer de l'eau chaude avec le soleil. Justement, l'eau, comment est-ce que vous arrivez à être autonome en eau, par exemple? Est-ce que quand on a une surface de toit importante, on arrive à tenir des moments de sécheresse avec des réserves d'eau? Alors, ça vous a peut-être échappé, mais on est en train de se rendre compte que l'eau de pluie est de moins en moins consommable. Et que l'eau de pluie, ou même l'eau en fait, qui donc arrose les plantes, eh bien, elle-même est chargée en polluants. Donc on a un vrai problème avec l'eau en tant que telle. Basiquement, il faut se dire que l'eau qu'on consomme, on la filtre depuis seulement quelques décennies. Au siècle dernier, dans les tranchées, eh bien, on souffrait atrocement de la consommation d'eau d'une qualité tout à fait improbable et peu satisfaisante. C'est de l'eau de pluie? Bah non, mais l'eau dans une rivière, dans un ruisseau oui, ou autre, elle était polluée. Vous voyez, dans le pont de la rivière Kwai, le héros qui descend je sais plus quel fleuve asiatique, bah, il se tord de douleur parce qu'il est empoisonné par l'eau. Dans les tranchées, le problème, c'était l'eau. Donc que l'on filtre l'eau, c'est relativement récent. Qu'on sache filtrer l'eau, c'est une réalité. Qu'on doive aller jusqu'à filtrer l'eau de pluie ou l'eau du puits, oui, c'est une évidence, il faut la filtrer. Mais je vais vous dire, en fait, le problème... Berkeley, vous conseillez? Ouais, tout ce que vous voulez comme filtre. Je veux dire, le problème de l'eau, en tout cas pour la France, pour l'instant, c'est pas du tout un problème de stock, de quantité, mais de gestion de ce stock. C'est-à-dire qu'on utilise très mal l'eau, on la gère très mal, c'est une ressource qu'on ne stocke pas quand il y en a trop, et qu'on consomme trop, abusivement, quand il n'y en a pas assez. Donc pour la France, spécifiquement, l'eau n'est pas un problème. Vous me parleriez d'autres pays qui n'en ont pas, bah, ils ont résolu le problème avec des désalinateurs ou d'autres technologies. Mais j'ai pas d'inquiétude pour l'eau en France, elle est seulement très très mal gérée. Et ça, au final, et ce sera peut-être la conclusion, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le principal responsable, c'est l'écologiste. C'est l'écologiste dogmatique qui n'y connaît finalement strictement rien. L'intention de protéger la planète, l'intention de protéger les plantes et les animaux et de protéger les humains est parfaitement louable. Mais la solution qui a été mise en œuvre, qui a été imposée, comme l'arrêt du nucléaire, comme l'arrêt, par exemple, de certains pesticides, c'est une aberration. Quand vous voyez qu'un pays comme, par exemple, la Malaisie est affamé simplement parce que du jour au lendemain, une décision politique a dit on n'utilise plus d'intrants et on n'utilise plus défoliants de glyphosate. Le rendement a chuté. Mais c'est pas que le rendement a chuté, c'est que la population, du jour au lendemain, est affamée et plongée dans une pauvreté absolue. Entre deux mots, quel est le pire ? Entre nourrir sa population avec un risque de pollution réel, mais maîtrisable, et dans l'autre cas, affamer sa population, c'est simple. Pour l'énergie, c'est pareil. Le nucléaire est un risque maîtrisé, calculé, qui n'a fait qu'un nombre très limité de victimes. Le nombre de victimes à cause du charbon ou de la pollution atmosphérique, à cause de la consommation de tous les hydrocarbures sous toutes leurs formes, on est sur un rapport de 1 à 10 000, peut-être 1 à 100 000. Pour une victime du nucléaire, il y a 100 000 victimes des énergies carbonées. C'est ça la réalité, le ratio. La même chose que ce verre, pour une victime du nucléaire qui est représentée par ce verre, toutes les autres victimes occupent cette pièce. Donc ça, si on comprend qu'entre deux risques, on choisit rationnellement le moindre, le nucléaire est un risque rationnel, raisonné, moindre, minimaliste, l'eau n'est pas un problème. En revanche, l'énergie est notre problème de ta génération, de ma génération, de celle de mes enfants, de celle de nos aînés. Et c'est notre problème pour les 30 à 40 prochaines années. Et c'est un problème potentiellement insoluble. En tout cas, c'est un problème qui va causer des dégâts inimaginables, inconcevables à notre société, à notre civilisation.
Ce sont des dégâts qui rentreront dans l'histoire de l'humanité dans quelques décennies. Je ne sais pas comment on appellera cette période-là, mais si vous vous souvenez, vous qui regardez cette émission, des grands drames et fléaux qui ont frappé l'humanité, allons-y pour la peste, mais il y a eu d'autres fléaux, et bien des famines, et bien la crise énergétique qui est devant nous. Ouais, non, ça me fait pas marrer. La crise énergétique qui est devant nous, avec sa corde d'autres conséquences, hein. La guerre, c'est pas moi qui l'invente la guerre, hein. C'est Poutine qui l'a déclenchée. Il y en a une autre en préparation à Taïwan. Il y a plein d'autres guerres pour l'énergie, pour la souveraineté, pour les terres agricoles ou autres qui sont en préparation. Donc la guerre, et puis il y a plein de guerres en Afrique. On fait la guerre pour l'eau, on fait la guerre pour l'alimentation, on fait la guerre pour... Bon. Donc il y a 30 à 40 années d'instabilité, voire même de situations de conflits permanents qui sont devant nous à cause d'une seule chose, l'énergie. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud. Je rappelle que vous êtes l'auteur. Dernière crise avant l'apocalypse. Sera-t-elle la dernière? C'est écrit avec Jacques Bichot. Bon, pour la petite lueur d'espoir, pour conclure, c'est très enthousiasmant de s'en sortir par soi-même. Ouais. C'est très enthousiasmant. Je ne sais plus quelle citation qui dit c'est dans les situations exceptionnelles que les hommes d'exception se révèlent. Effectivement, ce qui est devant nous, tous ceux qui savent rien faire de leurs 10 doigts, les faibles, ceux qui passent leur temps à gémir, à réclamer, ils vont avoir du mal. Tous ceux qui veulent prendre en main leur destin, qui sont conscients de ce qui est en train de se passer, qui sont capables d'apprendre, qui sont capables de faire avec leurs 10 doigts, qui sont capables de se battre, eh bien s'en sortiront. Et ça, c'est réjouissant, on a ça d'un côté. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud.
quand vous écrivez un livre d'économie qui n'avait pas vocation à être un livre d'anticipation, qui était un livre pour prévenir les lecteurs et puis les décideurs politiques, il y en a un certain nombre qui lui ont entre les mains. Ah, lesquels? Un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle l'ont eu entre les mains. J'ai eu des petits retours, des petits mots. Quand vous écrivez ce genre de livre, vous l'écrivez pour que cela n'arrive pas. Vous prévenez de ce qui va se passer. Vous n'écrivez pas un livre en disant « on est dedans ». Vous dites « c'est devant nous ». Prenez par exemple le chapitre 1 qui est, pour ceux qui ont lu le livre, un peu long puisqu'il est consacré à la monnaie. Et à l'époque, quand on l'a écrit, il était totalement théorique puisque quand on a écrit le livre, il n'y avait pas de problème monétaire visible. On n'avait pas d'inflation en septembre 2021. Et quand on a écrit ce chapitre-là, au cours de l'année 2021, l'inflation n'était pas un sujet. Aujourd'hui, nous sommes les deux pieds plantés dans une inflation qui va nous coller à la peau pendant des années et des années, qui va techniquement ruiner des millions d'épargnants de la classe moyenne qui ne peuvent pas se désendetter ou plutôt ne se séparer des conséquences de l'inflation. Prenez par exemple l'assurance vie. Vous avez en France plus de 1800 milliards d'euros qui sont placés en assurance vie. Quand vous avez une inflation à 6% et en fait à 10%, voire 12% sur certains biens de consommation courante, et qu'on vous rémunère à hauteur de 2,5%, vous comprenez bien qu'on vous mange plusieurs pourcents de votre patrimoine tous les ans. Pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, en 1946, la France est très lourdement endettée. Elle est même plantée économiquement. En 1949, il y a quasiment plus de dette. Pourquoi ? Parce qu'on est passé par une inflation à 30-40% et que 3 ans d'inflation très élevée, eh bien, ça ruine tous les épargnants, mais ça résout le problème du remboursement de la dette pour l'État. C'est ce qui va se passer. On va y revenir sur la question monétaire, mais d'abord un peu d'actualité. L'affaire Lola, une fillette de 12 ans retrouvée morte dans une valise, victime d'actes de barbarie. L'auteur de ces faits serait une Algérienne en situation irrégulière. Ça a un lien avec l'immigration, là ? Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le principal responsable, c'est l'écologiste. C'est l'écologiste dogmatique qui n'y connaît finalement strictement rien. L'intention de protéger la planète, l'intention de protéger les plantes et les animaux et de protéger les humains est parfaitement louable. Mais la solution qui a été mise en œuvre, qui a été imposée, comme l'arrêt du nucléaire,
comme l'arrêt, par exemple, de certains pesticides, c'est une aberration. Donc il y a 30 à 40 années d'instabilité, voire même de situations de conflits permanents qui sont devant nous à cause d'une seule chose, l'énergie. Eh bien, la crise énergétique qui est devant nous, non, ça me fait pas marrer. La crise énergétique qui est devant nous, avec sa corde d'autres conséquences, hein,